à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Durant plus de 2 millénaires, la route de la soie, un gigantesque réseau terrestre et maritime d'échanges commerciaux et culturels, a relié les grandes civilisations d'Asie, d'Europe et d'Afrique. En 2013, la Chine a lancé la stratégie Une ceinture, une route qui vise à revitaliser ces régions et à les connecter de nouveau. L'Afrique et la Chine, de par leurs liens historiques, sont amenés à jouer un rôle majeur dans cette initiative. Quels vont être les effets de ce grand projet sur la relation sino-africaine? Et comment l'Europe va-t-il réagir face à ce rapprochement entre la Chine et l'Afrique? Nous en discutons juste après ce reportage. Ouverte au IIe siècle avant Jésus-Christ par les empereurs de la dynastie Han, la route de la soie est un réseau de routes commerciales qui reliait l'Asie à l'Europe. En 1877, le géographe allemand Ferdinand von Richthofen est le premier à baptiser route de la soie ce réseau commercial qui démarrait à Chang'an, empruntait le corridor du Kansu, traversait le Xinjiang, l'Asie centrale et le Proche-Orient avant d'atteindre enfin les côtes européennes. Quant à l'ancienne route de la soie maritime, elle fut longtemps une autre voie majeure. Elle reliait la Chine à l'Inde, la mer Rouge, le golfe Persique et enfin la Méditerranée. La Chine a décidé de ressusciter la mythique route de la soie, dévoilée officiellement en septembre 2013 par le président Xi Jinping lors d'une visite au Kazakhstan. L'initiative Une ceinture, une route prendra deux formes, une terrestre et une maritime, et prévoit de relier à travers un immense réseau commercial la Chine avec ses voisins asiatiques, mais aussi l'Europe, la Russie et même l'Afrique. Une première route continentale partira de Chine, passera par l'Asie centrale et se poursuivra jusqu'en Europe. La seconde voie, maritime, partira de Canton, reliera les principaux pays de l'Asie du Sud-Est, passera par l'océan Indien, la mer Rouge, le Golfe, le canal de Suez pour au final rejoindre la Méditerranée, tandis qu'une autre voie devrait relier l'Afrique. Merci de nous retrouver sur notre plateau aujourd'hui, Monsieur David Gosset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sinologue, spécialiste en relations internationales. Vous êtes fondateur du Forum euro-chinois et vous avez lancé notamment en 2015 l'initiative de la nouvelle route de la soie. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, parlons d'abord de votre grande initiative, si je peux dire. En janvier 2015, l'initiative de la nouvelle route de la soie. Pourquoi cette initiative? Bien, en fait, évidemment, c'est en rapport avec la grande initiative chinoise, une ceinture, une route. Donc, ce projet d'une nouvelle route de la soie pour étudier ce projet. Et pour aussi soutenir ce projet, parce qu'avec un certain nombre d'amis en Europe et au-delà, nous pensons que c'est vraiment une stratégie importante pour le développement économique et pour la paix. Et moi, personnellement, j'étais ravi de cette initiative, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai créé, il y a plus de 10 ans, un forum, qui est le forum Chine-Europe, et en 2006, c'était en Bulgarie, à Sofia. Nous avons eu une réunion internationale au sujet des relations entre la Chine et l'Europe. Et le sujet, c'était la nouvelle route de la soie. Donc, c'était naturel pour moi, quand j'ai vu que cette grande idée venait de Chine, moi-même de soutenir par les études, par des analyses, mais aussi par des actions concrètes, cette grande stratégie de développement et de paix. Alors, on va parler plus concrètement de vos études. Parlant de vos études, vous avez beaucoup travaillé sur la notion de la renaissance chinoise. Donc, comment ce projet-là, Une ceinture, une route, est-il amené à jouer un rôle dans cette renaissance chinoise? Pour moi, la renaissance chinoise, il y a un aspect évidemment économique, la réémergence rapide de la Chine. Il y a un aspect sociopolitique, ce que j'appelle la transformation sociopolitique de la Chine. Au fond, la Chine est en train de créer sa propre modernité politique.
Il y a un aspect intellectuel et culturel, la métamorphose de la civilisation chinoise, un sujet absolument fascinant. Mais il y a une chose nouvelle, la Chine, ce n'est pas simplement un marché, une entité politique, une civilisation, c'est aussi, il faut regarder les relations de la Chine et du monde. Et de ce point de vue-là, un des aspects de la Renaissance chinoise, c'est le fait que la Chine est en train de se projeter de manière globale vers le monde. Et une ceinture, une route, ce projet de la nouvelle route de la soie, c'est un élément qui structure cette projection globale. Ce n'est pas simplement le monde qui vient en Chine, mais c'est la Chine qui va vers le monde. Donc pour moi, cette stratégie, cette Chine proactive sur le plan diplomatique est une illustration de cette projection globale de la Chine, qui est une excellente chose pour la Chine, mais aussi pour le monde, j'en suis convaincu. Et on va parler un peu sur la Chine et l'Afrique, sachant que le mois prochain va avoir lieu en Afrique du Sud un forum s'intitulé Une ceinture, une route, la coopération sino-africaine. Et ce forum est initié par le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Quel regard portez-vous sur cette coopération? Alors, d'abord, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne parle pas de la route de la soie. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle route de la soie. Alors, quelle est la différence entre l'ancienne route de la soie et la nouvelle route de la soie? De mon point de vue, si vous voulez, évidemment, traditionnellement, la route de la soie, d'ailleurs, on appelle ça la route de la soie depuis la fin du 19e siècle, parce qu'il y a une expression allemande que tout le monde a réutilisée, mais on aurait pu appeler ça la route du jade, la route du lapis lazuli, oui, ou la route du thé. Mais si on regarde, par exemple, le lapis lazuli, c'était très intéressant. On a des éléments archéologiques qui montrent que le lapis lazuli qui venait d'Asie centrale se retrouvait en Égypte, dans l'Égypte, bien avant l'Empire romain. En fait, il y a une route, un réseau d'échanges et de commerce bien avant la route de la soie. Mais traditionnellement, quand on pense à la route de la soie, on pense au lien entre l'Europe et la Chine. Mais je vous le disais, quand l'Asie commerçait le jade ou le lapis lazuli avec l'Afrique, c'était déjà l'Asie et l'Afrique. Et dans la nouvelle route de la soie, au fond, les deux extrémités, ce ne sont plus l'Europe et la Chine, mais à mon avis, c'est la Chine et l'Afrique. Et il se trouve que l'Europe est sur cette route. Et évidemment, l'Europe a un rôle majeur à jouer. Mais je ne suis pas du tout étonné donc de voir le continent africain, parce que vous parlez de cette conférence qui va avoir lieu en Afrique du Sud, mais l'Égypte est aussi très très dynamique. C'est tout le continent africain, du Maghreb, du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique, qui est intéressé par la construction de cette nouvelle route de la soie. C'est quelque chose de très important, en effet, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour la Chine. Et vous avez déclaré lors des interviews précédentes que l'Afrique était le continent du futur et que la nouvelle route de la soie était une invitation adressée à l'Asie, à l'Europe et à l'Afrique de construire ensemble un avenir plus prospère et pacifique. Expliquez-nous un peu plus concrètement cette vision. D'abord, l'Afrique, il y a des choses, il y a des difficultés, mais vous avez des pays dans lesquels les choses se passent relativement bien. On pourrait parler de l'Angola, on pourrait parler du Ghana, des dynamiques très positives et très constructives qui sont en train de se passer en Mozambique. Tout ça, c'est important. Comme vous le savez, l'Afrique, c'est un continent très riche
en ressources naturelles. L'Afrique, ce sont des terres très souvent fertiles. Et le problème de la sécurité alimentaire va se poser, et là l'Afrique a un rôle à jouer. Mais probablement, ce qui est important, c'est le sujet de la démographie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, l'Afrique c'est 1 milliard d'habitants. Il y a moins d'Africains que de Chinois. Ça, c'est aujourd'hui l'Afrique dans un monde de 7 milliards d'habitants. Mais nous estimons qu'entre 2040 et 2050, le monde, la population mondiale sera 9 milliards d'habitants. Il va y avoir un accroissement de 2 milliards d'habitants sur la planète. Mais la moitié de cet accroissement va être en Afrique. Donc on va vivre dans un monde où l'Afrique sera peuplée par 2 milliards de personnes. Donc, si vous ajoutez des ressources naturelles, de l'espace, un potentiel de croissance extraordinaire et cette croissance démographique, ça me fait dire que si nous coordonnons bien nos efforts et si nous sommes, évidemment, si nous travaillons de manière absolument coopérative avec les Africains, en effet, l'Afrique, c'est le continent du futur. Et c'est pour ça que la Chine, quand le président Xi Jinping a pensé à la nouvelle route de la soie, tout de suite, il a intégré, évidemment, le continent africain. Vous avez évoqué que l'Afrique, la Chine et l'Europe, les trois parties vont construire un avenir plus prospère et pacifique. Et c'est intéressant de s'interroger sur l'interaction entre les trois parties. Sachant qu'il y a des points de vue très partagés sur ce sujet. Et dans un article récent, il y a un économiste africain qui s'appelle James Shekwati, affirme que le système d'aide internationale actuel est basé sur la présomption fausse que certains pays ont le moyen de résoudre tous les problèmes et les autres doivent courber les chines et obéir. Et pour lui, il a affirmé que l'Afrique a besoin des pays émergents comme la Chine, qui peut jouer un rôle dans le sens où la Chine peut aider l'Afrique de construire un nouvel ordre de croissance pour soutenir réellement le développement de l'Afrique. Donc, quel regard portez-vous sur ce genre de vision entre la relation entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, sachant que l'Europe est présente il y a plus longtemps, plus longuement en Afrique? Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que les relations entre la Chine et l'Afrique, en fait, sont beaucoup plus anciennes que les gens le pensent. Nos téléspectateurs connaissent, certains d'entre eux, probablement le grand navigateur Cheng He. Ça, nous sommes avant Christophe Colomb, nous sommes dans la première moitié du XVe siècle, nous sommes sous les Ming, et la Chine va vers l'Afrique. Alors, les Chinois ne sont pas restés en Afrique, mais petit point à souligner, effectivement, pour soutenir ce que vous avez dit, effectivement, le Cheng He, selon une découverte archéologique très récente, il a atteint déjà la côte vers le Kenya déjà à son époque. Tout à fait. Il a en fait, je pense qu'il a navigué ce qui est aujourd'hui la Somalie et qu'il est allé probablement jusqu'au Mozambique. Donc c'est quand même significatif. Mais c'est aussi intéressant quand les Européens sont allés dans ces régions du monde, ils sont restés. Pas les Chinois. Je souligne ça parce que c'est un point important quand on réfléchit sur les intentions stratégiques de la Chine. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est grâce à l'activité chinoise en Afrique en partie, que le continent africain
est aussi en train d'accélérer sa croissance. Comme le disait le successeur, vous parliez de cette conférence au Cap de Nelson Mandela, M. Thabo Mbeki, le responsable de l'Afrique du Sud, la renaissance chinoise dont on parlait est en train aussi de générer une renaissance du continent africain. Et pensez-vous qu'on peut interpréter cette renaissance du continent africain comme la Chine est présente comme un moteur qui a changé un peu la relation entre l'Afrique et l'Europe en quelque sorte? Tout à fait, puisque quand l'Occident, si vous voulez, voit une Chine si active en Afrique, ce qui est bon pour les intérêts chinois, ce qui est bon pour les Africains eux-mêmes, évidemment, eh bien ils se disent, il faut aussi que nous soyons proactifs en Afrique. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est que l'Occident et les Chinois soient en compétition en Afrique. Je crois que ça serait mauvais pour les Occidentaux, pour les Chinois et pour les Africains. Ce qu'il faut faire, il faut parler de ces problèmes, mais ce qu'il faut faire, c'est coordonner les efforts de l'Europe et de la Chine pour aller en Afrique de manière ouverte et véritablement constructive. Donc je suis d'accord avec ce que dit cet économiste. C'est une excellente nouvelle et en un sens, je répète, la renaissance chinoise est en train de générer aussi une renaissance, la renaissance du continent africain, et ça c'est absolument significatif. Et la nouvelle route de la soie va nous permettre, est un cadre qui nous permet de mieux articuler les efforts et les dynamiques africaines, européennes et chinoises. Et pensez-vous qu'il est vraiment possible que l'Europe va dans le sens qu'il va considérer que la Chine, pas comme un compétiteur, mais comme une partie qui peut dialoguer et vraiment faire la coopération, parce que sachant que quand les chefs d'État chinois visitent l'Afrique, ils n'ont jamais rien prononcé sur les Européens, mais quand les chefs d'État américains, surtout quand ils visitent l'Europe, ils vont mettre garde les pays africains contre la relation étroite entre la Chine et l'Afrique, surtout quand Jacob Zuma a prononcé que quand les Européens ils vont aller faire du commerce, avoir des relations intensifiées avec la Chine, il empêche que les Africains font de même. Donc pensez-vous vraiment c'est un scénario possible que les trois parties peuvent vraiment dialoguer et faire, comme vous avez dit, construire un avenir ensemble, ou bien il faut admettre qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Et au contraire, les choses sont en train d'évoluer rapidement parce que, comme vous le savez, l'Europe traverse un certain nombre de difficultés à l'intérieur de l'Union européenne, avec le problème grec notamment, le problème de l'eurozone en général, les problèmes à l'est de l'Europe, évidemment, avec l'Ukraine, mais il y a le sentiment qu'il y a une pression migratoire nouvelle, pas simplement venant du Moyen-Orient avec le problème syrien, mais un certain nombre de pays qui ont été déstabilisés dans le nord de l'Afrique. Et l'Europe comprend très bien qu'il est dans son intérêt de stabiliser cette partie du monde. Parce que aujourd'hui, pression migratoire dans un monde où il y a simplement 1 milliard de personnes en Afrique. Dans un monde où il y aura 2 milliards de personnes en Afrique, les pressions migratoires vers l'Europe seront encore beaucoup plus importantes. Donc je crois que vous allez voir de plus en plus une Europe qui va travailler avec la Chine de manière très sérieuse pour apporter, avec évidemment les Africains qui sont au cœur du sujet,
le développement économique et la paix sur le continent africain. Prenez, c'est vrai, et ça doit être discuté au niveau de l'Union européenne et de la Chine, mais quand on regarde ce qui se passe au niveau des États membres, le président français François Hollande vient de visiter Pékin pour préparer la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris, la COP21, le mois prochain. Mais quand vous regardez les discussions politiques entre la France et la Chine aujourd'hui, c'est ce que les deux parties appellent la coopération dans les pays tiers. Et quand on regarde, mais quels sont ces pays tiers? Eh bien, c'est l'Afrique. Donc, c'est une autre manière de parler de la même chose, mais d'une meilleure coordination entre l'Europe et la Chine en Afrique. Donc, je pense que c'est souhaitable et cela correspond à la réalité, aux intérêts des trois parties. Vous avez dit est vrai parce que plusieurs chefs d'État, depuis je pense 2008, ont proposé à la Chine de travailler ensemble sur les affaires africaines et l'Union européenne et les États-Unis ont aussi lancé cette initiative. Mais ce qu'on voit jusqu'ici, parfois je sais qu'il y a des académiciens qui vont dans ce genre de réunion, c'est souvent sans parti africain. C'est les Européens, les Américains viennent en Chine ou invitent les Chinois de discuter des affaires africaines et ils disent oui, on a une partie des représentants africains qui vont être présents, mais en réalité, il n'y en a pas. Pensez-vous qu'il y a un risque que l'Afrique soit négligée dans ce genre de volonté qui provient de l'Europe et les États-Unis et que la Chine vont aussi être un peu victime parce que, sachant que les partis chinois sont les partis sollicités. Oui, je ne crois pas. Il y a un autre élément que nous n'avons pas évoqué qui est très important. Pourquoi, je le répète souvent, je crois très fort en la nouvelle route de la soie. Pourquoi simplement ce n'est pas de la rhétorique? Parce que d'une part, c'est une initiative chinoise et quand la Chine annonce quelque chose, en général, il y a de l'exécution derrière. Une efficacité, l'efficacité du système chinois. Deuxième point, très largement, c'est sur le problème de la connectivité. Connectivité, ce sont les infrastructures, tangibles ou moins tangibles, mais les infrastructures. Et la Chine, c'est un pays d'infrastructures. Vous avez construit le barrage de Dutianyen au Sichuan, vous avez construit la Grande Muraille de Chine, vous avez construit le Grand Canal, vous avez construit beaucoup plus récemment le plus grand réseau de trains rapides du monde en Chine, et vous êtes en train d'étendre cela. Donc vous serez capable de construire les infrastructures qui vont faire la nouvelle route de la soie. Mais il y a un autre point qui est à souligner, c'est que vous avez été très actif pour construire un système, une architecture financière qui permette de financer ces projets. Vous avez le nouveau fonds de la route de la soie qui a été activé au début de cette année, plus de 40 milliards de dollars. Vous avez la banque d'investissement pour les infrastructures asiatiques, ça c'est aussi très très important. Et puis vous avez la nouvelle banque de développement, ce qu'on appelle la banque des BRICS. Et par définition, dans cette banque, vous avez la troisième qui vient d'ouvrir son bureau à Shanghai en juillet de cette année. Tout ça est très très récent. L'Afrique du Sud est un partenaire de cette nouvelle architecture financière. Le vice-président de cette banque de développement, c'est un homme, c'est un Africain du Sud. Donc, l'Afrique est au cœur. Je pense que la Chine
fait tout pour que les Africains soient au cœur de ces discussions. Et encore une fois, il est dans l'intérêt de l'Europe de ne pas laisser l'Afrique être marginalisée, si je puis dire. Donc je pense que il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles dans notre monde compliqué et incertain. Mais en tout cas, là, il y a un véritable effort pour avoir un développement et une modernisation qui soit inclusive. Parce que je crois que tout le monde comprend que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus interdépendant et qu'on ne peut pas avoir, des îlots de prospérité qui soient entourés par de l'instabilité. Donc bref, vous avez confiance en la Chine? J'ai confiance en la Chine, j'ai confiance en vous et j'ai confiance aussi en l'Europe et j'ai confiance en l'Afrique. Alors, quand on arrive au terme de cette émission, qui est très vite, voilà, pouvez-vous nous résumer, donner quelques exemples concrets de cette stratégie, une ceinture, une route, sachant que c'est une notion qui implique non seulement l'Afrique, aussi il implique l'Europe? Écoutez, des exemples concrets. Vous savez qu'un des pays, l'Union européenne, est active et a une conversation avec la Chine, évidemment, sur ces sujets, mais un des pays qui a signé un accord avec la Chine sur ce dossier, c'est la Hongrie. Et vous allez avoir une ligne de train rapide qui va être construite dans cette partie de l'Europe à partir de la Hongrie, dans ce cadre de la nouvelle route de la soie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de l'Afrique et c'est très très bien. Vous avez une grande transformation du canal de Suez qui est absolument clé pour le commerce mondial. Des deux côtés du canal de Suez, vous avez des projets qui sont en train d'être discutés dans le cadre, pour des zones industrielles et d'autres choses, dans le cadre de cette nouvelle route de la soie. Vous savez que une grande partie du commerce, d'ailleurs c'est un quart du commerce mondial, passe par le détroit de Malacca. Aujourd'hui, il y a des discussions très sérieuses et sans précédent, pas au niveau des gouvernements, mais au niveau des sociétés civiles, dans le monde financier, dans le monde des affaires, dans les universités, sur la possibilité de construire le canal de Kra, dans le sud de la Thaïlande, 1000 km au nord du détroit de Malacca. Ça, ce sont des discussions qui ont lieu alors que nous parlons, et si le projet se réalise, 30 milliards de dollars, 10 ans de travaux, vous changez beaucoup de choses. Donc, ce que nous devons bien comprendre, et c'est que les amis qui nous regardent doivent bien comprendre, c'est que la nouvelle route de la soie, c'est un sujet relativement nouveau. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur, évidemment, au président Xi Jinping. Et un sujet à long terme. Et c'est un sujet, c'est le début, et c'est un sujet de long terme, absolument de long terme. Donc les choses, elle est en train d'être construite, cette nouvelle route de la soie, en même temps que nous en parlons. Je vous remercie, Monsieur David Gauthier, de vos éclaircissements et j'espère beaucoup plus d'avancement dans vos études sur ce sujet, alors que ça s'agit d'un projet de long terme. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.